En 1996, Spokane, dans l'État de Washington, est aux prises avec une série de violentes explosions et de vols. Le FBI croit que ces crimes sont dus à un groupe de radicaux dont l'objectif est de renverser le gouvernement. Les enquêteurs devront éviter de dangereux pièges laissés par des ennemis invisibles pour arrêter un groupe extrémiste qui a choisi d'imposer la terreur. La ville de Spokane, dans l'État de Washington, compte 200 000 habitants. Elle est située près de la limite est de l'État, à côté de celle de l'Idaho. Le lundi 1er avril 1996, 2 de personnes travaillaient dans un des bureaux du journal Spokesman Review. À 14h30, une camionnette se gara derrière l'immeuble. Elle y resta moins de 15 secondes. Dans l'immeuble, un reporter finissait de rédiger son article avant de rentrer chez lui pour passer le reste de l'après-midi avec son fils. Il ignorait ce qui les attendait à l'extérieur. Malgré d'importants dégâts à l'immeuble, il n'y eut pas de blessés. Des unités du bureau du shérif de Spokane répondirent aux appels d'urgence. Le reporter et son fils n'avaient rien vu d'anormal. Une employée déclara que quelques secondes avant l'explosion, elle avait aperçu un homme portant une cagoule sauter à bord d'une camionnette blanche qui avait démarré en vitesse pour disparaître derrière l'immeuble. Elle n'avait pas noté le numéro de la plaque d'immatriculation. Alors que la plupart des agents se trouvaient dans les bureaux du journal, une camionnette blanche se gara près d'une succursale de la US Bank à Spokane, à quelques kilomètres de là. 15 minutes s'étaient écoulées depuis l'explosion. 2 hommes armés portant une cagoule firent irruption dans la banque et annoncèrent qu'il s'agissait d'un hold-up. Pendant ce temps, une caissière appuya sur le bouton de l'alarme silencieuse. Les voleurs menacèrent de faire exploser une bombe tuyau si quiconque désobéissait à leurs ordres. Ils ordonnèrent à la caissière de ne pas leur donner les liasses d'argent qui contenaient des pochettes d'encre destinées à tacher les billets et ceux qui les manipulaient. Quand les intrus eurent obtenu l'argent, ils forcèrent tout le monde à se regrouper dans un coin. Ils braquèrent leurs armes sur les otages pendant que de précieuses secondes s'écoulaient et que la mèche de la bombe se consumait. Les enquêteurs qui se trouvaient dans les bureaux du journal entendirent la nouvelle de cette seconde explosion et du braquage sur la radio de la police. Comme il n'y avait plus de danger sur la première scène de crime, plusieurs enquêteurs se rendirent à la banque. Le bureau du shérif dépêcha d'autres policiers sur la deuxième scène de crime.
L'agent spécial Mark Cullinan du FBI se rendait alors au bureau du journal avec son collègue. Nous nous rendions là-bas quand nous avons appris qu'il y avait eu un vol de banque et une explosion. Comme je m'occupe prioritairement de vols de banque, je me suis immédiatement dirigé vers cet établissement. Les employés et les clients étaient en état de choc, mais il n'y avait pas de blessés. Ils croyaient que tout le monde était sorti avant l'explosion. Les enquêteurs n'avaient toutefois pas encore écarté tout danger sur la scène du crime. Le sergent James Godwin, superviseur de l'escouade anti-bombe, devait s'assurer que l'immeuble était sécuritaire avant que les policiers n'y entrent. Nous craignions qu'il n'y ait une deuxième bombe. En effet, chaque fois qu'on a affaire à une bombe, il est toujours possible qu'il y en ait une autre. Les criminels qui utilisent les explosifs laissent parfois une autre bombe destinée aux policiers. L'escouade anti-bombe fouille à la banque et conclut qu'il n'y avait pas d'autre bombe ni de victimes à l'intérieur. On avisa les policiers qu'ils pouvaient entrer et commencer l'enquête sans danger. Les intrus étaient organisés et ils avaient agi rapidement. En l'espace de quelques secondes, ils s'étaient enfuis avec 50 000 $. Ce n'étaient pas des voleurs de banque typiques. En général, les vols de banque sont commis par des individus seuls qui ont besoin d'argent pour payer leur drogue. Que des individus soient entrés ainsi pour prendre le contrôle de la banque, avec un tel degré de violence et après avoir tout planifié, c'était complètement inhabituel. Les policiers interrogèrent une femme qui se trouvait dans l'aire de stationnement de la banque au moment du vol. Après l'explosion, elle avait vu 2 hommes portant des cagoules s'enfuir de la banque et monter à bord d'une camionnette blanche. Un 3e homme était au volant. Il avait les cheveux gris et portait la barbe. Elle avait eu le temps de noter le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule. Les policiers découvrirent que la camionnette avait été volée à Ellensburg. Les répartiteurs du service d'urgence de Spokane transmirent la description du véhicule à toutes les unités de patrouille. Les agents commencèrent à effectuer des recherches méthodiques des rues voisines. Au bureau du journal, on interrogea les témoins. La femme qui avait aperçu la camionnette près du journal avait également affirmé que le conducteur était un homme d'âge mûr, aux cheveux gris et portant une barbe. Mais le lien le plus solide entre les deux affaires était sans contredit des dépliants de propagande religieuse, comme on en trouve fréquemment dans le secteur. Sur la scène de l'explosion de Spokesman Review, de même qu'à la US Bank, on a découvert plusieurs dépliants laissés par les voleurs. La propagande religieuse est très répandue dans le coin. Très souvent, ces groupes distribuent leurs dépliants dans tout un quartier, en les laissant sous les essuie-glaces des voitures, par exemple, ou devant chez vous. Ces dépliants font état de leurs idéaux. Ils essaient ainsi de faire circuler leur message. Mais ce groupe en particulier avait laissé son message avec des bombes et après avoir commis un vol. Les patrouilleurs poursuivirent leur recherche de la camionnette blanche. « 90 minutes après le vol de banque, un des agents retrouva le véhicule dans une aire de stationnement à 1,5 km de la banque. D'où il était, il ne pouvait savoir si les voleurs se trouvaient à bord.
Il n'y avait personne à l'intérieur. La répartitrice mit le policier en garde. Le véhicule pouvait avoir été piégé avec une bombe. Quelques minutes plus tard, l'escouade anti-bombe arriva. Les experts croyaient que les voleurs avaient peut-être posé des bombes à l'intérieur. S'il y avait un explosif dans la camionnette, le détonateur pouvait être contrôlé par radio. Comme les radios de la police peuvent déclencher ces dispositifs, les experts ordonnèrent aux policiers d'éteindre tous leurs appareils. Comme ils disposaient de suffisamment d'espace pour le faire, ils utilisèrent un robot pour effectuer une première vérification. On a d'abord envoyé le robot pour obtenir quelques images. Mais on ne voyait pas très bien. On a ensuite envoyé un technicien vêtu d'une combinaison anti-bombe. Ses collègues attendirent son rapport au poste de commandement mobile. Même dans les situations les plus périlleuses, les spécialistes doivent garder les mains nues pour effectuer les opérations les plus délicates. C'est un des risques de leur travail. Ça sentait l'essence. Il a alors cru voir de l'essence couler de l'une des portières de la camionnette. Ensuite, il a vu un dispositif d'amorçage. Il semblait avoir été placé là pour enflammer l'essence. Comme le dispositif n'était pas contrôlé par radio, les policiers purent rouvrir leur appareil. Attaché à la mèche, le technicien vit le petit dispositif d'amorçage qui devait mettre le feu à la mèche. What would you like to do with it? Look at this. I can probably ready safe it. Mark, before you go ahead and separate the two, would you let us know that you're going to do it? Afin de préserver tout indice, le technicien mettait sa propre vie en péril. Okay, go ahead and make the cut. All right, good. Get it out of there. Cela fonctionne. Okay, he's got it. He's got it out of there. Dans la camionnette, les enquêteurs trouvèrent un autre exemplaire du manifeste que les voleurs avaient laissé à la banque et au bureau du journal. Pour l'agent spécial David Bedford, la propagande du dépliant était typique des groupes de la région prônant la suprématie des Blancs. Il y avait tout un prêchi-prêcha sur l'usure, un terme qui nous vient de la Bible et qui fait référence au taux d'intérêt. Mais ce qui était le plus frappant dans ce dépliant, c'était un symbole. Pour analyser ce manifeste, les agents savaient qu'ils pourraient obtenir de l'aide de l'un des reporters du Spokesman Review. Bill Morlin est un expert en groupes extrémistes de la région. J'étudie les groupes racistes du Nord-Ouest depuis 22 ans. Le plus important d'entre eux, la nation Aryan, est situé à 55 km de Spokane, dans le nord de l'Idaho. Il a attiré dans la région beaucoup d'autres groupes, comme ceux qui contestent les impôts, les groupes contre l'avortement, le Ku Klux Klan et la bande Comitatus. Le FBI montra à Morlin le manifeste des voleurs. C'était le credo des racistes blancs. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'était ce qu'il y avait au bas de la page. On pouvait y voir une croix chrétienne à laquelle on avait superposé un P. C'était le logo du sacerdoce de Phinéas. Les individus qui se réclament du groupe de sacerdoce de Phinéas ou de Phiné prétendent commettre leurs crimes en vertu de la loi de Dieu telle qu'ils l'interprètent. Ils peuvent même voler des banques, par exemple, pour financer leurs projets et renverser le gouvernement fédéral. Morlin parla alors aux agents d'une entrevue qu'il avait faite quelques mois plus tôt. Dans le cadre d'un reportage, il avait réussi à rencontrer plusieurs membres d'un groupe extrémiste dans un endroit secret.
Ceux-ci ne s'étaient pas identifiés comme membres du sacerdoce de Phinéas, mais leurs croyances étaient semblables. En arrivant là-bas, on a rencontré 7 ou 8 individus, lourdement armés de fusils de chasse automatiques, d'armes de poing et portant des vêtements de camouflage. Ils nous ont fait une démonstration de plusieurs exercices militaires. Les hommes lui expliquèrent qu'ils travaillaient en cellule, sans chef officiel ni organisation. L'absence de chef les rendait plus difficiles à retracer par les autorités. Ils déclarèrent qu'ils préparaient une confrontation armée avec le gouvernement fédéral. J'ai alors demandé, mais qu'est-ce qui arriverait si un agent de police vous arrêtait pour une infraction au code de la route et trouvait ses armes après l'un de vos exercices militaires? Et l'un d'eux m'a répondu sans hésiter, je tuerai le policier. Quand vous avez un tel arsenal, a-t-il ajouté, vous courez un grand danger. Et pour protéger le groupe, vous tueriez n'importe quel agent de police. Les agents croyaient que ces voleurs étaient aussi dangereux qu'insaisissables. Après que des hommes eurent volé une succursale de la US Bank de Spokane dans l'État de Washington et fait exploser des bombes à la banque et au bureau d'un quotidien, les autorités en vinrent à soupçonner un groupuscule armé extrémiste qui s'appelait le sacerdoce de Phinéas. Bill Morlin, reporter au Spokesman Review, est spécialisé dans les groupes extrémistes du nord-ouest des États-Unis. Le FBI lui demanda des détails sur les membres du sacerdoce de Phinéas qui commettent des crimes au nom de leur religion. Ce sont des groupes clandestins de 6 ou 7 personnes qui partagent les mêmes croyances et qui décident de les manifester. Ils n'en parlent pas à l'humanité tout entière, et on ne peut pas trouver leur numéro de téléphone dans le bottin ni sur Internet. Ils agissent en secret. Ils croient que Dieu est un de leurs membres et qu'ils obéissent à ses ordres en commettant ces crimes. L'agent spécial David Bedford faisait partie de l'équipe d'enquête sur les groupes extrémistes de la région. Après le vol, on avait bien peu de pistes. Les individus portaient des cagoules et des vêtements de camouflage. Ils portaient aussi des gants. Mis à part le portrait robot qu'on avait fait faire du conducteur de la camionnette, nous n'avions pas grand-chose. Les agents du FBI auraient souhaité disposer d'autre chose qu'un croquis avant de demander l'aide du public, car ils réduiraient ainsi les fausses pistes. Malheureusement, ils ne pouvaient pas attendre. On a dû faire imprimer ce qu'on avait et distribuer des affiches un peu partout dans l'État de Washington, en Oregon et en Idaho, en espérant que quelqu'un identifierait cet individu. On a reçu des centaines et des centaines de tuyaux, de pistes possibles sur l'identité de cet individu. Malgré des centaines d'heures à suivre des pistes, les enquêteurs n'obtinrent rien de valable. L'affaire ne progresserait pas tant que le groupuscule ne passerait pas de nouveau à l'action. Le 12 juillet, soit 3 mois après les premiers assauts, une femme aperçut un homme portant une cagoule en train de mettre une bombe devant une clinique de Spokane. Elle appela la police pour donner le numéro de plaque d'immatriculation de sa camionnette. Les répartiteurs de la police dépêchèrent des pompiers et des policiers sur les lieux. Comme une dizaine d'autres policiers, l'agent Dan Spivey se mit en route vers la clinique. Ce que les policiers ignoraient, c'était qu'au même moment, la banque volée en avril était la proie d'un nouveau braquage. Cette fois, il y avait 3 hommes armés plutôt que 2. Comme lors du vol précédent, les assaillants avaient une bombe. Une des caissières reconnut la voix d'un des voleurs et elle déclencha l'alarme silencieuse pendant qu'elle lui remettait l'argent. Les hommes étaient d'une redoutable efficacité. Ils se parlaient en langage codé et semblaient avoir planifié le vol à la minute près. Mais ils n'avaient pas remarqué la caissière du guichet pour automobilistes qui travaillait dans une aile séparée de la banque.
Alors que les clients à l'intérieur de la banque avaient les yeux rivés sur les armes braquées sur eux, tout semblait normal pour ceux de l'extérieur. La caissière du guichet extérieur espérait que les voleurs n'avaient pas entendu la voix du client sur le haut-parleur et que celui-ci pourrait l'aider. Elle ignorait si le client comprendrait ses gestes et s'il l'aiderait ou s'enfuirait. À la banque, les assaillants échangèrent quelques mots et déclarèrent que c'était un code bleu. Ils s'enfuirent avec 37 000 $ en argent liquide et la bombe qu'ils avaient apportée. Le client du service à l'auto vit des hommes montés à bord d'une camionnette. Il les prit en filature pendant qu'il appelait le service d'urgence. La répartitrice de Spokane conseilla à l'homme de ne pas courir de risques inutiles. Celui-ci lui dit qu'il suivrait le véhicule à bonne distance jusqu'à l'arrivée des policiers. L'agent Dan Spivey se dirigeait vers la banque quand on lui annonça qu'un client poursuivait les voleurs. La répartitrice nous a annoncé qu'un homme muni d'un portable avait pris les suspects en filature. Ainsi, on retransmettrait les informations à tous les patrouilleurs. Spivey changea de direction pour tenter de rattraper les voleurs. Le client de la banque donnait régulièrement des informations sur son emplacement, mais il peinait à suivre la camionnette des suspects sans être repéré. Derrière un centre commercial, le client a perdu le véhicule de vue. J'ai fouillé rapidement le secteur pour le retrouver, mais sans succès. J'ai dû retourner à mon point de départ pour recommencer les recherches, mais cette fois-ci de façon plus méthodique. Après 1 heure de recherche, Spivey entra dans un garage au nord du centre-ville. J'ai vérifié à l'étage supérieur et à l'une des extrémités, j'ai cru apercevoir le véhicule suspect. Excuse me, ma'am. Would you leave the area right now, please? Get on the other side of the lot. Sir, could you get away from that vehicle and go down towards the other end of the lot? Thank you. 504 rear plate 2233 Victor. Une des plaques d'immatriculation était identique à celle du véhicule du vol de banque. Et l'autre à celle du véhicule de la tentative d'explosion de la clinique. Il ne semblait y avoir personne à bord. Le sergent James Goodwin, de l'escouade anti-bombe, qui avait aidé à désamorcer la bombe dans la camionnette après le vol de la banque en avril, déclara le véhicule dangereux. Compte tenu de l'autre affaire, ce véhicule pouvait tout autant contenir un engin explosif. Si l'on tenait compte du fait que c'était leur deuxième tentative et qu'ils avaient échoué la première fois, il était logique de penser que cette fois-ci, ils auraient tout fait pour réussir à faire exploser le véhicule. Il y avait une forte odeur d'essence, mais il était difficile de savoir quel type d'engin explosif se trouvait dans la camionnette. Plutôt que d'envoyer un membre de l'escouade, les techniciens utilisèrent leur robot spécialisé. Ils le dirigeaient à distance, en sécurité dans le camion de l'unité. On a envoyé le robot pour voir ce que contenait le véhicule. L'appareil était muni d'une caméra vidéo. C'étaient les yeux à distance de l'escouade anti-bombe. Les techniciens téléguidaient le robot afin de voir ce que contenait la camionnette. Les fenêtres de cette camionnette étaient teintées et l'on n'a donc pas pu voir grand-chose.
Il semblait bien y avoir quelque chose dans le véhicule, mais la caméra du robot n'arrivait pas à renvoyer une image nette à cause des vitres teintées. Les techniciens activèrent alors le canon qui tire un projectile à l'aide de pression à eau plutôt qu'avec de la poudre explosive pour éviter les étincelles. Les robustes pinces du robot servirent à retirer les éclats de verre. Après avoir brisé la vitre, on a pu voir à l'intérieur et constater qu'il y avait un dispositif pour mettre le feu. On aurait dit que cela devait allumer un incendie dans la camionnette, ce qui aurait détruit beaucoup d'indices. Le technicien sortit la bombe du véhicule à l'aide du robot téléguidé. Il put ensuite transporter la bombe à un endroit isolé où elle serait désamorcée. On utilisa de nouveau le canon à eau. Une fois encore, les hommes avaient utilisé une camionnette volée, mais cette fois-ci, les enquêteurs ne trouvèrent aucun dépliant ni indice à l'intérieur. Bien qu'il y ait eu 3 assaillants lors de ce dernier braquage, le FBI croyait que c'étaient les mêmes individus qui avaient volé la banque 3 mois plus tôt. Ils demandèrent de l'aide à l'expert judiciaire Richard Vodder-Brugge du service d'analyse audio-vidéo. Les ressemblances entre les vêtements et les armes de 2 des hommes laissaient croire qu'ils avaient pris part aux 2 vols. Vodder-Brugge analysa ensuite les images pour déterminer la taille des suspects. J'ai recours à une technique qui s'appelle la photogrammétrie. Pour ce faire, j'utilise les mesures d'objets fixes qui se trouvent sur la scène. Je détermine ensuite l'angle de prise de vue, c'est-à-dire comment la caméra elle-même est située par rapport aux objets fixes. Comme les caméras étaient orientées vers le bas, Vodder-Brugge dut faire de savants calculs mathématiques pour déterminer la hauteur réelle des objets. Il compara ensuite la hauteur des objets fixes comme les pattes d'une table à la taille des voleurs. Il conclut que les voleurs du vol en avril étaient vraisemblablement les mêmes que 2 des hommes du vol en juillet. L'un d'eux mesurait environ 1,69 m et l'autre 1,82 m. Le fait que j'ai établi que ces individus étaient de même taille dans les 2 cas nous a permis de renforcer la thèse selon laquelle les mêmes types avaient commis les 2 vols. Pour aider à la capture de ces terroristes, la US Bank offrit une récompense de 100 000 $. Malgré cette récompense, 1 mois s'écoula sans qu'on trouve de nouvelles pistes. Les agents croyaient que les terroristes s'entraînaient et se préparaient à leur prochain coup. Après que les autorités eurent imputé quelques vols de banque à Spokane au même groupe de terroristes, la US Bank offrit une récompense de 100 000 $. Le FBI fit alors publier un portrait robot du conducteur de la camionnette ayant servi à la fuite des voleurs. 1 mois après le second vol, soit au mois d'août 1996, la récompense offerte permit d'obtenir une piste intéressante. Un informateur croyait avoir reconnu l'homme du portrait robot. L'informateur, un armurier autorisé à vendre des armes, déclara l'avoir rencontré avec d'autres hommes quelques mois plus tôt. C'était avant le premier vol de banque. Il avait vendu à un groupe d'hommes des vêtements et de l'équipement militaire. Selon lui, l'un d'eux ressemblait à l'individu du portrait robot. Le groupe s'était informé sur des explosifs plastiques et un bazooka. Les hommes lui avaient ensuite demandé de l'aide pour équiper leur Jeep d'une carcasse de char et de bipieds pour leur mitrailleuse. L'homme avait refusé, ne voulant pas être mêlé à des activités illégales.
Avant qu'ils partent, l'un d'eux s'était vanté du fait qu'un petit groupe d'hommes allait bientôt contraindre une banque bien établie à se mettre à genoux devant lui. L'informateur déclara qu'il avait rencontré ces hommes à un atelier de mécanique qui appartenait à l'un d'eux. L'atelier était situé dans la petite ville de Sandpoint en Idaho, à 120 km au nord-est de Spokane. À la fin du mois d'août, le FBI envoya des agents à Sandpoint pour explorer cette piste. Ceux-ci louèrent un immeuble abandonné à partir duquel ils pouvaient voir l'atelier de mécanique. Ils purent ainsi observer discrètement les hommes pendant qu'ils équipaient leur Jeep. L'agent spécial Mark Cullinan croyait avoir trouvé les voleurs. En observant les sujets au jour le jour, il y avait de quoi se poser des questions. D'abord parce qu'aucun d'entre eux ne semblait avoir d'emploi. C'était un signe qu'ils obtenaient leur argent par d'autres moyens. Comme on ignorait ce qu'était devenu l'argent des vols de banque, c'était une hypothèse viable. Les agents photographièrent les suspects et toute personne qui les fréquentait. L'un des hommes identifiés était Robert Berry. Celui-ci possédait un atelier de mécanique à Sandpoint et pourtant il ne semblait y avoir aucune activité commerciale. Les agents identifièrent ensuite un autre suspect, Charles Barbie. Même si celui-ci n'avait pas d'antécédents judiciaires, il avait été arrêté pour avoir tenté d'acheter de l'équipement à des militaires. Barbie et Berry étaient de la même grandeur que les voleurs de banque dont les experts avaient évalué la taille. Le FBI détermina que le troisième homme était Vern Merrill. Celui-ci semblait être le chef du groupe. Il ressemblait au conducteur de la camionnette décrit par des témoins des attentats et des vols de banque. Les agents devaient maintenant colliger plus d'informations sur ces hommes. Pour les obtenir, ils durent courir des risques. Un soir, au début septembre, après que les suspects eurent quitté l'atelier, l'équipe de surveillance installa une caméra cachée sur un poteau téléphonique derrière l'atelier. Les agents ne savaient pas s'il y avait des pièges dans les environs et ils ignoraient aussi s'ils étaient surveillés. Ils purent terminer sans encombre. Ce que la caméra leur révéla était terrifiant. Les hommes utilisaient diverses armes et projectiles pour voir lesquels transperçaient le mieux les portières de voitures et les gilets pare-balles en Kevlar. À l'évidence, ils se préparaient au combat. Au cours de cette opération de surveillance qui dura quelques semaines, le FBI épia les suspects du haut des airs et par voie terrestre lors de leur déplacement dans plusieurs villes du Nord-Ouest. Il y avait tout lieu de croire qu'ils repéraient des banques en vue de les dévaliser. Le 6 septembre, soit 2 mois après le deuxième vol de banque, le journal, la banque et la clinique qui avaient été ciblés par les terroristes reçurent des lettres de menaces dans lesquelles on leur promettait d'autres violentes attaques. Les autorités mirent alors un plan au point pour pouvoir suivre les voleurs vers leur prochaine cible, quelle qu'elle fût. But that's not to say they couldn't take any of the other back roads down to meet or intersect I-90. So what we're going to have to do is come up with points far enough away that they can't take a back road and get around behind us before getting in their home territory up there. Un mois plus tard, soit le 8 octobre. Les agents qui surveillaient les suspects croyaient qu'ils en étaient au dernier préparatif d'un autre vol de banque. Okay, listen up, units. They're all leaving now. 3 white male occupants.
Ils contactèrent l'agent spécial David Bedford. Un agent m'a appelé pour m'annoncer qu'ils chargeaient leur véhicule. J'ai alors contacté plusieurs de mes collègues pour leur dire de sauter dans leur voiture et de se diriger vers Sandpoint. Quelque chose allait se produire et on devait tous s'y rendre le plus vite possible pour les surveiller, car on ignorait où ils se dirigeaient. Le FBI repéra les suspects alors qu'ils quittaient Sandpoint pour se diriger vers l'ouest. Par les plaques d'immatriculation de la camionnette, on pouvait deviner qu'ils s'apprêtaient à commettre un crime. Les plaques n'étaient pas les mêmes à l'avant et à l'arrière. De plus, elles provenaient de véhicules volés. Cela rendait toute l'opération encore plus urgente. Les agents suivirent les hommes sur 600 km en direction de l'ouest jusqu'en Oregon. À Hood River, les agents virent les hommes voler une camionnette sur le terrain d'un concessionnaire de voitures d'occasion et l'ajouter à leur convoi. Si les agents ne se trompaient pas, les suspects allaient utiliser cette camionnette volée pour dévaliser une banque et ils l'abandonneraient ensuite. On a vu les véhicules s'arrêter à un relais routier. Ils ont alors sorti des choses d'un véhicule pour les mettre dans l'autre et ils ont semblé se consulter. Ensuite, ils sont repartis à bord d'un véhicule. Les agents qui prirent la camionnette en filature devinèrent alors où les suspects se rendaient. Vers 6 heures du matin, nous étions à plusieurs centaines de kilomètres de notre point de départ, en banlieue de Portland. On les a alors vus serpenter à travers la ville. À 10 heures, il n'y avait plus de doute sur la banque qui serait attaquée par les suspects. On les a vus arriver dans l'aire de stationnement de la banque et l'on a avisé les responsables de l'établissement. Ils ont aussitôt verrouillé les portes et gardé tous les clients à l'intérieur. Nous projetions de les arrêter alors qu'ils descendraient de la camionnette et tenteraient d'entrer dans la banque. Les agents attendirent que les suspects passent à l'action. J'étais à environ 30 mètres d'eux. Et avec mes jumelles, je pouvais voir ce qu'ils faisaient dans la camionnette. Ils sortaient leurs armes, ils enfilaient leurs cagoules et leurs vêtements de camouflage. Bref, ils se préparaient à dévaliser la banque. C'est à ce moment-là qu'ils ont vu ce que nous voyions aussi. Des clients essayaient d'entrer dans l'établissement et ils se butaient à une porte verrouillée. Les suspects suspendirent les opérations. Les agents en place appelèrent pour connaître leurs instructions. Nos agents consultaient le bureau du procureur des États-Unis, de même que les chefs de nos divisions, afin qu'on détermine si on avait assez d'indices pour procéder à l'arrestation des sujets. Pendant ce temps, des unités de surveillance suivirent le véhicule volé et virent les suspects monter à bord de leur Suburban. Ils ont repris la direction de l'État de Washington et nous les avons suivis. Bientôt, les agents eurent l'autorisation de procéder à une arrestation. Il leur restait à attendre l'occasion la moins risquée. Quand les sujets se sont arrêtés pour faire le plein dans une station-service de l'État de Washington, on a décidé que c'était le meilleur endroit pour les arrêter, comme on nous l'avait ordonné. Mais avec des suspects armés aussi violents, rien ne garantissait que l'arrestation serait facile. Après une enquête de plusieurs mois sur des présumés terroristes, des unités de surveillance avaient suivi les suspects jusqu'à une station-service de l'État de Washington.
2 des suspects restèrent dans un de leurs véhicules, pendant que le 3e entrait dans la station-service. L'agent en chef mit alors l'opération en branle. Tous les agents devaient se synchroniser pour que les suspects soient surpris. FBI, you're under arrest. FBI, freeze the wheel. Hit the car. Hit the car. Freeze. Hands on the wheel. Hit the car, sir. Put your hands on the car. The bed of the vehicle. Put your hands on the car. Vern Merrill, Robert Berry et Charles Barbie furent arrêtés sans opposer de résistance. L'agent spécial David Bedford découvrit alors que les choses auraient pu très mal tourner. À la suite des arrestations, on a fouillé leur véhicule et trouvé des grenades à main, des milliers de cartouches, environ une demi-douzaine d'armes différentes, des masques à gaz, des canettes de gaz lacrymogène. Ces types étaient vraiment prêts à tout. Les agents trouvèrent également une lettre de menace adressée à la banque de Spokane qu'ils avaient dévalisée à 2 reprises. Malgré ces 3 arrestations, le FBI savait qu'un dernier suspect courait toujours. Une des questions à laquelle nous n'avions pas encore répondu, c'était qui était le 3e homme qui était entré dans la banque le 12 juillet, en plus du conducteur. On ne savait pas qui était cet individu. Les agents interrogèrent des amis et des relations des 3 hommes arrêtés. Ils apprirent alors que le 4e individu était vraisemblablement Brian Rattigan. Une des choses qui inquiétait les agents du FBI, c'était l'expérience militaire de Brian Rattigan. Apparemment, il avait subi un entraînement de tireur d'élite. L'enquête qu'on a menée sur lui a été par conséquent très prudente, très réfléchie. Ceux qui connaissaient Rattigan déclarèrent qu'il était lourdement armé, bien entraîné et paranoïaque de surcroît. Le FBI, tout comme la famille du suspect, voulait à tout prix éviter une confrontation violente. On a demandé l'aide de la famille de Brian Rattigan. Après avoir discuté avec les membres de sa famille, ils en sont venus à la conclusion qu'il serait dans le meilleur intérêt de Brian qu'il soit arrêté. Ils lui ont alors envoyé un ticket de train pour lui et sa femme. C'était un faux billet, à une heure où l'on savait qu'il n'y avait pas d'autres passagers dans une gare de l'État de Washington. Des agents secrets faisaient le guet, déguisés en employés. Quand Rattigan baissa momentanément sa garde, ils passèrent à l'action. Rattigan n'eut pas le temps de riposter ni de s'enfuir. Lui et ses complices seraient jugés pour leurs crimes, mais pas pour leur opinion politique ou religieuse. Le FBI n'enquête pas sur les individus ou les groupes en raison de leurs convictions. Nous enquêtons sur des crimes, et nous le faisons parce qu'il s'agit d'actes violents. Il y a eu des attentats à la bombe, il y a eu des vols de banque. Nous avons dû mener notre enquête comme nous l'aurions fait pour n'importe quel autre crime violent. Le 24 juillet 1997, Charles Barbie, Robert Berry et Vern Merrill ont été trouvés coupables d'attentats à la bombe, de vol à main armée, et ils ont tous 3 été condamnés à la prison à vie. Lors d'un autre procès, Brian Rattigan a été trouvé coupable d'accusations similaires et il a été condamné à 55 ans de prison. Même si une cellule du sacerdoce de Phineas se trouve maintenant derrière les barreaux, le FBI et les experts comme Bill Marlin, reporter au Spokesman Review, n'ignorent pas que d'autres groupes extrémistes sont toujours actifs.
Depuis 1996, le nombre de cellules a diminué, mais je crois qu'il y en a encore beaucoup. Les membres de ces groupuscules sont violents et secrets et ils sont tout aussi dangereux. Si ces groupes commettent des crimes, le FBI n'arrêtera pas de les poursuivre tant qu'il ne les aura pas démantelés.